Alors je profite pour une fois d'avoir un véhicule avec un manot de pression d'huile. Donc là tu vois le liquide de refroidissement il est en dessous de 70 quoi, donc c'est pas chaud du tout. L'huile n'est pas encore à 50 degrés. Tu vois, on est au régime de ralenti. L'huile elle a 2 bars. Regarde ça. On a 2500 tours. On est quasiment à 4 bars. Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le Coupable de tout, Family Games. Oui, c'est un nouveau jeu télévisé. Eh ben, on boit de l'eau de Javel et le dernier qui reste debout, il a gagné quelque chose. Bon, je t'explique. Pourquoi ce petit préambule à propos de la pression d'huile? Je récupère des moteurs un petit peu à droite à gauche, très mal en point, et je fais des études dessus, pour savoir un peu qu'est-ce qui leur est arrivé. Je suis en quelque sorte un médecin légiste, tu vois. Je fais la médecine légale versicière. Et j'ai remarqué que, notamment sur un bloc qui m'a vraiment traumatisé, sur la partie gauche, donc là où il n'y a pas la distribution, donc cylindre numéro 1, quelqu'un avait mis un morceau de scotch. Tu sais, le scotch de toiture, je te jure, c'est vrai, de l'adhésif en aluminium là sur le côté de la culasse, putain. Ouais. Afin d'empêcher l'huile de s'écouler par là. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, le joint de culasse est mort. Et du coup, l'huile, elle passe par là où elle peut. Alors pourquoi l'huile, pourquoi joint de culasse? Sur les VR6 12 soupapes, ici, au niveau du cylindre numéro 1, dans ce petit trou lié, c'est la pression d'huile qui remonte, donc depuis la pompe, vers les poussoirs hydrauliques, etc. Donc c'est le circuit de pression, d'accord? Une fois que l'huile est sortie des poussoirs hydrauliques, etc., naturellement, par gravité, elle va retourner dans le carter, d'accord? Une fois que l'huile est sortie des poussoirs hydrauliques, etc., naturellement, par gravité, elle va retourner dans le carter, d'accord? Donc le retour se fait un peu de manière naturelle, en quelque sorte. Mais sinon, la poussée, s'effectue par des conduits spécifiques, tu vois. Et forcément, puisque entre le bloc et la culasse, il n'y a pas un tuyau extérieur, tout ça, ça se passe en interne, forcément, tu as deux trous face à face, culasse et bloc, avec le joint au milieu pour faire étanchéité. Donc, l'huile sort d'ici. Mais pourquoi est-ce que l'huile sort d'un endroit extrêmement... comment dire, parce que c'est le joint de culasse, lui, il fait étanchéité. Donc si de l'huile elle arrive à passer par là, alors qu'elle peut très bien continuer à monter, c'est que sa pression est énorme. Et si sa pression est énorme, c'est parce que des gens ont tapé dedans à froid. Alors, sur la chaîne Voiture et Ingénierie, vous trouverez une vidéo extraordinaire sur l'huile. Présentée, animée, mise en œuvre, mise en vie par David Orange, l'extraordinaire David Orange que je salue. Putain de merde, mon pote. Tu vois ? Tu vas comprendre dans ce vidéogramme-là que l'huile, en fonction de sa température, n'a plus la même viscosité. Donc elle est bien souple, bien pâteuse, tu vois, quand elle est froide, entre guillemets. Et puis elle finit par s'assouplir et devenir un peu plus fine, plus liquide, tu vois, avec une montée en température. Hein? T'as qu'à essayer, tiens, mets ta friteuse en route, tu vas voir. Tu la mets à 180 degrés, puis tu la bouscules comme ça. Comme ça. Et tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit aux pompiers, hein. Tu dis que l'idée, tu l'as eu tout seul. Et tu verras que ça fait blablabla, tu sais, ça ballotte un peu plus. L'huile est beaucoup plus liquide. Donc un moteur, en fait, si tu veux, quand tu le sollicites à froid, donc c'est-à-dire à des températures, tu viens de le démarrer le matin, l'huile, elle est extrêmement épaisse. Et puis quand tu tapes dedans, tu vois, la pression, elle monte. T'as vu le mano, comment il va vers les 4 bars? Et évidemment, ceux qui s'y connaissent un petit peu en mécanique ont déjà bondi sur leur clavier. Oui, mais en fait, il y a une vanne exprès qu'un ressort dans la pompe à huile. Alors c'est exact, il y a cette espèce de bypass là, qui fait que si la pression d'huile est trop importante, ça pousse le ressort et puis du coup ça fuit par un trou prévu à cet effet. Alors ici on a une pompe à huile que j'ai ouvert en deux. Donc c'est une pompe à huile de VR6 Gen 5, 3 litres 2 donc. Qui est totalement similaire à une 2 litres 8, mais voilà, la particularité est un petit peu plus courte au niveau de la profondeur, mais c'est absolument une différence insignifiante. Le bypass, c'est cette petite chose ici même, là, ça. En réalité, lorsque les pignons ici sont actionnés par l'entraînement de la chaîne, le moteur en route, quoi, ils compriment l'huile, vous voyez ? De toute façon, je n'ai pas fait l'ouverture pour vous montrer comment fonctionne une pompe à huile, c'est simplement pour vous montrer comment fonctionne ce truc-là. Donc le bypass, en fait, si vous voulez, sous une certaine pression, l'huile va finir par pousser ceci et elle va s'échapper par derrière. Par ce conduit là, hop.
et elle va ressortir par ce putain de minuscule trou. Donc même si, en effet, il y a un échappatoire à une pression d'huile trop importante, regarde le diamètre s'il te plaît. On est bien d'accord que la pression sera tout de même énorme dans tout le bloc, quoi. D'accord ? À force de répéter l'opération de jour en jour, eh ben tu finis par tout flinguer, camaradier. Je le sais parce que sur les VR6 12 soupapes, la remontée d'huile se trouve à côté du cylindre numéro 1, et sur les VR6 24 soupapes, elle se trouve aux côtés du cylindre numéro 6 là-bas. Et j'ai remarqué que sur les VR6 12 soupapes, le joint de culasse fuyait de l'huile à gauche, et sur 24 soupapes, à droite. Corrado VR6 2,9 litres 1992, moteur OBD1, 192 chevaux Matic. Quelle gueule que ça, un Corrado quand même. Jante Speedline 15 pouces. Je vous fais le tour, mais en fait tout le monde sait ce que c'est un Corrado, hein, vous connaissez. Hein. Bon, celle-ci est très basse. Enfin, très. Je suis certain qu'il y en a qui disent le mien est encore plus beau, gros. Mais déjà, rien que là, c'est nerf sciatique. Au revoir et merci. Silencieux d'origine, mais je trouve qu'il dépasse beaucoup quand même. Alors ce véhicule c'est quoi? Bah c'est une resto complète. C'est vraiment restauration complète. Donc peinture, sellerie. La sellerie n'a pas grand chose, mais il y a quand même des endroits où tu sens que le cuir il a séché un petit peu. Ce sont des sièges Recaro électriques à l'avant. Qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Il est en bon état. Je dirais pas très bon état, mais il est en bon état. Le truc c'est que par endroits, bah vu que le cuir a séché quand même, il est devenu assez dur. Donc sur certains plis, il y a des coutures qui se barrent. Donc on verra ce qu'on fait. Porte en cuir quand même. Alors c'est un phase 1, sauf qu'il y a un compteur phase 2 installé dessus, qui nous affiche 270 000 km. Forcément le compteur ayant été remplacé, le kilométrage du moteur, lui, on n'en a absolument aucune idée. Le volant est absolument superbe. Superbe. Ceux qui ont une Golf 2 vont se dire « ma gueule, il est pas superbe ». Bah si, en fait si tu veux c'est le même volant que les Golf 2 mais celui-ci est en cuir. Il est recouvert de cuir sur le pourtour. Il est vraiment beau. Ce véhicule dispose de la climatisation, ce qui est assez rare pour un Corrado. Franchement Corrado VR6 ça a trop de la gueule. Ça a trop de la gueule. Ce moteur est beau. Bah surtout le 2,9 litres, l'espèce de plaque ici là. En fait les lettres dépassent. Tu sais, c'est pas des lettres creuses. Et pareil, le logo est bombé et il est peint en bleu. Cette configuration coloristique est une configuration d'origine. Hein. Franchement, c'est super beau. Faut dire la vérité. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur les Corrado que tous les présentateurs de la planète n'ont jamais dit. Non pas que je veux montrer que j'ai plus de savoir que les autres, mais simplement que si je fais une vidéo sur le Corrado, ça sera un peu du foutage de gueule que de faire du copier-coller des autres. Donc je vais vous apprendre des petites choses sympathiques. Vu comme ça, est-ce que vous remarquez que le radiateur ici, il part ici à gauche quasiment contre la calandre et il arrive là-bas à droite quasiment contre la batterie. Un Volkswagen Corrado, c'est l'assemblage de deux morceaux de véhicule. La partie avant d'une Golf 2 et la partie arrière d'une Passat. Oui, une Passat 35. Forcément, puisque l'avant est celui d'une Golf 2, donc tout le bloc avant, on retrouve cette particularité qui était propre à la Golf 2, c'est-à-dire le radiateur un petit peu en biseau comme ça. Est-ce que vous savez donc pourquoi, on en arrive à ça, pourquoi sur les Golf 2 le radiateur est en coin? Et ben c'est juste pour les putains de longue portée. C'est-à-dire que quand tu regardes la voiture comme ça de face, sur les Golf 2, tu as les phares classiques qui sont aux extrémités, les calandres de phares d'ailleurs, et pour les 4 phares, tu as une longue portée ici et ici, et étant donné que la longue portée se trouve là, le radiateur, il serait beaucoup trop court entre les deux, donc forcément, il faut qu'il parte en coin comme ça. Et c'est cette configuration qui a été conservée sur le Corrado, puisque c'est un bloc avant de Golf 2. Donc si sur le Corrado on a un radiateur en couille, c'est parce que la putain de Golf 2 avait des longues portées. C'est pas fou ça comme particularité? Alors, le moteur de ce véhicule n'a plus du tout de compression. Alors j'espère qu'on va m'entendre avec la pluie, puis il m'a l'air qu'il pleut très très fort en plus. Disais-je, le moteur n'a plus du tout de compression. Du coup, il n'a absolument plus de pêche.
En tout cas, les bas régimes, c'est inconduisible parce que il n'y a aucune énergie, le moteur n'a plus de souffle. Par contre, la particularité des moteurs qui n'ont plus de compression, c'est qu'ils marchent super fort dans les tours. Forcément, il n'y a plus de contraintes mécaniques. Donc, des fois, vous avez des gens qui vont vous dire « Ouais, moi j'ai un VR6, eh gros, il marche du tonnerre !» Oui, il marche du tonnerre. Dans les tours. Parce que quand tu pars d'en bas, c'est mort, il n'y a pas de couple. En fait, plus les moteurs sont rincés, plus ils vont marcher fort dans les tours. C'est comme ça. Alors, la particularité des Corrado, c'est qu'ils n'éclairent pas. En fait, la nuit, c'est un cauchemar à rouler parce que ça n'éclaire pas fort. En fait, les ampoules ne reçoivent pas 12 volts. Il y a un souci de relais, de boîte à fusibles, de ce que tu veux. C'est une maladie qui est très connue sur les Corrado. En fait, il faut installer un système de relais, etc. Donc ça, c'est un truc qui est connu depuis des années et des années. Donc là, c'est un truc qu'il faudra qu'on fasse sur ce véhicule. Alors, par quoi on va commencer? Comment se démonte un Corrado? Alors, pas du tout comme une Golf 2 ou comme une Golf 3. C'est vraiment assez particulier. Hein. Déjà, la calandre. Extraordinairement fragile. Tu as ces petits clipsons ici. Tu vois ça là? Il faut pousser légèrement le bazar. Donc tu en as 3 comme ça. Celui-ci, ils ont eu l'intelligence de faire un petit trou. Enfin, l'intelligence, c'était ça ou on cassait tout. Hein. Donc tu vois, tu as juste la place pour passer un petit tournevis et appuyer sur le clipson. Et le troisième, il se trouve là. Est-ce qu'il est? Ah, il est pété déjà. Il est pété. Il était là, mais il est pété. Bref. Bon, alors les roues, rien de sorcier. Hein. Ça, c'est... Tu retires la roue. Hein. Je pense que tu n'as pas besoin d'un tuto pour le faire. Ah, une calandre, ça fait tout. Hein. On dirait tout de suite qu'elle vient de la casse. Alors, maintenant, le pare-choc. Donc, le pare-choc. Si ça n'a pas été bidouillé, et si... Donc, il manque un plastique en dessous. Normalement, tu as un espèce de plastique ici. Bon, là, il n'y est plus. Et je vois que ça a déjà été repeint. Hein. Tu vois, il y a de la peinture violette, là. C'est marrant, hein. Ça a été repeint, et tu te dis que le carrossier n'a pas démonté le pare-choc. Peindre à même le véhicule un pare-choc, c'est grave ou pas? Est-ce qu'il y a un carrossier qui peut s'exprimer, s'il vous plaît? Ah, je vois qu'il y a un cardan qui est crevé là, un soufflet qui est... Alors voici l'objet de la douleur de dos, du nerf sciatique. Ah, les amortisseurs Blue Line, c'est pas ça quoi. Hein. Donc le pare-choc, disais-je. Eh bien le pare-choc, vous aurez beaucoup de mal à y croire, mais il tient avec ces deux vis là, ainsi que ces deux vis. Et tu vas me dire, ouais mais coupable de ce que je vois, si je retire les deux grandes vis, il n'y a plus grand chose qui va tenir la traverse avant, et sur la traverse avant, il y a le moteur. Oui, c'est exact. Nos très chers acolytes ingénieurs de pointe de lumière humanitaire se sont dit que cette vis là, ça, celle-là, ça, hein, petite vis de rien du tout, suffisait. Donc de chaque côté, bien sûr, une petite vis de 13 à la con suffisait à maintenir tout l'ensemble. Merveilleux, hein? Oh, le carter! Zut! Ah, puis il est bien éclaté, hein? Putain! Bon, bah quand tu vois un carter comme ça, tu sais que la pompe à huile ne fait plus son office et on commence peut-être à comprendre pourquoi les segments sont morts. Pourquoi la température d'huile montait à 120 degrés en permanence. J'ai bien dit en permanence, hein, donc tu roulais tranquille, c'était 118. Si tu voulais appuyer un petit peu, bah tu pouvais pas parce qu'elle montait tout de suite à 130. Donc ok, c'est bon. Enfin voilà quoi. La triste vie des Corrado. Bon alors ici, pour retirer le pare-choc, en temps normal, il faut l'écarter un peu vers soi et ensuite débrancher les prises anti-brouillard et de clignotant. Sauf qu'on ne peut pas l'écarter parce que regarde ici, regarde ça gamin. Il y a tout un goubi-bout de cap. En fait, tu as une prise qui bloque le trou là et qui empêche que le pare-choc recule. Donc je vais d'abord démonter la batterie. Bah écoute, hein, ça fait peur comme ça parce que c'est dénudé, parce qu'il y a du Chatterton bleu, mais sinon ça va. La cause de batterie a été remplacée, enfin les deux. Ce que je disais, c'est qu'ici, tu vois, tu as une prise, celle-ci, qui ne voulait pas passer dans le trou. Donc je vais la défaire déjà d'ici tout de suite. Bon bref. Donc prise anti-brouillard et clignotant, faut débrancher. Et ensuite le pare-choc, on le tire vers l'avant. Donc c'est parti. Voilà. Tout le charme perdu. Un pare-choc et une calandre. C'est fou, hein? Reste les pièces maîtresses, les phares,
qui, je vois, n'ont plus leur vis d'origine, mais c'est pas grave. Donc une vis ici et une dans le trou là. Va-t-on le voir? Oh génial! Putain génial! Alors celle d'en bas, t'es pas obligé de la dévisser à fond. Hein. Tu la dévisses un petit peu, le phare il coulisse en dessous, tu vois. Voilà. Donc go démontage. Bon bah voici les joyaux. Hein. Ouais. Le mec qui filme des phares, tu dois te dire mais il est psychopathe. Bah non, mais quand tu vois le prix que ça coûte, tu comprends bien. Je t'invite à acheter ces choses, ce sont des protections, ça s'installe extrêmement facilement, tu vois, il n'y a pas de... Attends, j'ai fait un mauvais zoom, parce qu'il m'a... Il n'y a pas de bizarrerie, ça se clipse très bien, tu le mets comme ça, plouf. Voilà. Bon alors ici on va retirer l'espèce de... Est-ce que ça s'appelle aussi une tête de hibou sur les corrados à ton avis? Donc, vis de 10, ici, sur le côté là, elle n'y est plus. On en a deux en bas, elles n'y sont plus. Bah celle du côté elle doit pas y être non plus. Ah bah non, comme ça au moins c'est réglé. Voilà, ça tient qu'avec 4 vis, c'est merveilleux. Et il y a aussi une vissette quelque part ici. Où est-ce qu'elle est? Là. Petite flèche ici. Donc ça, et bien sûr le cap de capot, mais ça je te montre ça juste après. On a aussi les fixations supérieures du radiateur, donc ici même, vis de 10. Et là, bon bah, de toute façon on va remettre toute la visserie d'origine. Hein. Et ici on a cette partie là, voilà. Donc démontage, c'est parti. Alors ici le câblon de capot, tu vois, il est maintenu par cette petite vissette. En fait c'est un espèce de freineur de câble. Voilà, donc il faut desserrer cette vis et ensuite bah, tout le câble il coulisse. Voilà, on arrive au nerf de... Hein, au nerf. Donc, ce véhicule étant pourvu de la climatisation, il faut retirer le condenseur, mais je ne vais pas faire du dépiotage comme j'ai fait avec Norman, parce que j'ai regretté. Mais je serai quand même obligé, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois ça? En fait, ah, tu touches l'écran, il est tactile, ça fait la mise au point, c'est pas magnifique ça? Bon, vis, elle est éclatée. Ça, c'est pas d'origine. Toutes les vis du ventilateur, enfin des doubles ventilos, c'est pas d'origine, mais c'est pas trop grave. Par contre, celle du bas est absente et du coup, le ventilateur est écarté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à déplorer, tiens? Enfin bref, 2-3 petites babioleries. Mais disais-je, ça je vais tout laisser d'un bloc. Et pour ce faire, il faut que je retire les tuyaux de clim. Où est-ce que ça se retire? Laisse-moi regarder. Donc il faut que je retire au niveau du compresseur. Je te mets une petite fléchette, tu vois, t'as une vis au milieu, c'est du BTR, c'est du gros. C'est du 8, un truc comme ça. Et ensuite on a cette fixation ici même. Petite flèche, voilà. Et puis du rideau, bah, ça je t'apprends rien. Hein. Voilà, du rideau. Et ensuite on retire le bloc ventilation au complet. Ah bah, je comprends pourquoi le ventilo ne pouvait pas se fixer. Regarde-moi un peu cette zone là. En fait un espèce de gros collier dégueulasse sur la durite. C'est pas que c'est un collier dégueulasse, c'est qu'il n'est pas du tout adapté en fait. Normalement c'est un bilame comme ça quoi. Voilà, donc le ventilo n'est pas collé à cause de ce collier. Tout ça c'est mort ici. Et la prise, regarde-moi ça. Là ça pouvait plus ventiler grand chose. Hein. Ouais. Vois-tu la couleur de ce liquide de refroidissement? Un peu jaune quoi. Quand il était neuf il devait être jaune. Sais-tu pourquoi il existe des couleurs différentes? Parce qu'il existe des formules différentes. Sais-tu pourquoi il existe des formules différentes? Parce qu'il existe des alliages de métaux, de matériaux différents, notamment les durites, les joints, la bakélite ici qui constitue les pipes à eau, etc. Et ces éléments-là, chimiquement parlant, sont altérables par certaines agressions chimiques, tu vois. Du coup, quand on te dit de mettre du G12, c'est pas parce qu'on veut te faire mettre du G12, c'est parce que le G12, lui, il est conçu à la fois pour refroidir, bien évidemment, pour avoir un bon échange de calories avec le radiateur, ceci, cela, le point d'ébullition, il est correct, machin truc, mais c'est aussi parce qu'il n'agresse pas les matériaux. Donc quand tu mets un liquide de refroidissement de couille, ben, il faut t'attendre à des trucs de ce style. Tu vois, il y a plein de boue là-dedans. Alors attends, si j'arrive à focuser, je suis un champion. Bouge pas. Faut cliquer apparemment sur l'écran. Putain de merde. En fait, il y a de la boue là-dedans. Et cette boue de rouille, bah, c'est le bloc à l'intérieur qui se désagrège en fait. Parce que là, tu fais fonctionner avec un liquide qui n'a... Tu sais que mon cerveau a attribué ce bruit au désespoir des découvertes macabres. À chaque fois que j'entends ce bruit là, c'est que je suis là, béant,
devant la baie moteur et je constate en fait. Je constate tout. Ben, je constate que là c'est assez propre comme le même. Bah écoute, s'il y a des choses à déplorer, je rallumerai la caméra. Ce qui est très chiant, c'est l'absence des véritables colliers d'origine. Parce que ces colliers-là, tu sais pas si tu serres trop. Est-ce que tu cisailles la durite ou pas? Tu vois, c'est pas terrible. Il n'y a que ça. Bref, démontage de tout. C'est déjà vu dans une vidéo passée. Dans celle-ci. Voilà, donc si vous voulez voir comment on démonte, moi je poursuis là, j'attaque. Oh. En fait, je pense que le fait que cette boîte à air soit ouverte en permanence, ça doit jouer. Il doit y avoir une espèce de coude ici, quelque chose qui rejoint l'aile. Bah non, même pas l'aile, bah je sais même pas c'est quoi qu'il doit y avoir ici. Parce que quand tu regardes bien, le phare il arrive à cul, hein. Ici, je sais pas trop, je vais me renseigner, je vais voir. Mais en tout cas, c'est pas normal que ce soit moisi. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais vu cette étiquette. Puisqu'elle est là, elle est là. Hein, je me suis dit, bon. Allez, ok, ils ont changé le couvercle parce qu'il est noir, il est en plastique. Et c'est vrai que le moteur, quand tu le vois du dessus, ça fait un très bel effet quand tous les enjoliveurs sont noirs et que le couvercle est noir. Ça fait ressortir la pipe d'admission, ça fait ressortir le cache du milieu, c'est merveilleux, tu vois. Quand j'ai enlevé la boîte à air, ah oui, parce que les boîtes à air de Corrado VR6, c'est une tannée à démonter. Hein. Et que j'ai vu qu'ici, le bloc, il y avait les trous de fixation au BD2, je me suis dit... C'est pas un bloc OBD1, donc c'est pas son moteur d'origine. Donc peut-être que ce bloc correspond à ce couvre-culasse. Mais encore une fois, je savais pas, tu vois, on est toujours dans le doute des choses comme ça. Et parce que ça peut très bien être un ABV hybride 2, hein. Sauf que ça ici, ça... Bah c'est pas un ABV, tu vois. C'est pas un ABV. Eh ouais, eh oui. Je sais pas ce qu'ils ont les gens avec les ABV, je sais pas. Ils les mangent les 2,9 litres, non hein. Ou ils se les rentrent dans le cul, je ne sais pas. C'est vulgaire, hein, ça m'énerve. Vous faites quoi avec les 2,9 litres, les gars? Non mais c'est... Y a-t-il un enculé, mais un enculé scientifique, qui pourrait m'expliquer en commentaire: bonjour, je suis un enculé. Voilà ce que je fais les 2,9 litres. Tous les soirs, je vais le caresser, je me branle en même temps. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les gars? C'est juste un 2,8 litres réalisé, hein. C'est tout. C'est ce qui va arriver à ce moteur-là, d'ailleurs. Il va être réalisé en 2,9 litres. On va pas le laisser comme ça. Parce qu'il a la bonne pipe, il a le bon papillon et il a le bon calculateur. Donc franchement, ouais, il n'y a pas les arbres à cam. Les emmerdeurs vont me dire qu'il n'y a pas les arbres à cam. Mais ça, c'est un détail, ça aussi. Voilà. Putain de merde. Alors peut-être que le moteur avait cassé, certainement, j'en sais rien, il a dû se passer un truc. Parce que les pauvres Corrado, ils ont tellement été massacrés. Je pense, ai-je le droit de spéculer, aujourd'hui j'ai en ma compagnie un grand spécialiste de la question. À l'époque, dans les années 90, ceux qui achetaient des Corrado neufs, est-ce que dans leur tête ils achetaient pas une petite Porsche pas trop chère? C'était ça en fait, hein. Bah ouais, ça cartonne. Je pense que les mecs, enfin, je spécule encore une fois, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, faut pas se sentir insulté, hein. On est dans la science, je te dis. Moi, je pense que les gens qui ont acheté des Corrado, qui plus est VR6 dans les années 90, c'est des mecs, voilà, dans leur tête, ils achetaient une petite Porsche, quoi. Et du coup, voilà, ils n'avaient pas l'âme du Porschiste, c'est-à-dire l'âme de laisser chauffer le moteur et de le respecter. Comme on a pu le constater sur le Corrado de Norman, par exemple. Voilà, c'est des moteurs qui ont été massacrés. Tiens, il y a ça aussi qui montre que c'est un OBD2, tu vois. Le couvercle en plastique du radiateur d'huile, ça c'est OBD2, tu vois. Voilà. Donc ce moteur, c'est un OBD2 qui a été modifié en OBD1. C'est-à-dire que quelqu'un a fait l'effort quand même de changer la poulie d'arbre à cam, de mettre l'allumeur et tout, voilà quoi. Il y a eu de la recherche. Hein, comme on peut le voir ici, tu vois. Ça c'est de la grande recherche et développement. Hein, ça c'est la NASA, ça qui parle là, non? Ah, Elon Musk. Alors ici, fais-moi malin, hein. Alors fais-moi malin, pute. Et tu sais quoi? Tellement que mon cerveau est réglé sur les R32, à un moment donné, je défais, tu sais, le support en alu là, et puis j'étais en train d'enlever toutes les vis de la cale porte-injecteur, et au bout d'un moment, je me dis, merde, mais ces deux vis là, elles tiennent le support.
Le truc, il a failli s'effondrer, dis donc. Heureusement que je l'ai pas enlevé. Heureusement que j'ai percuté avant. Bon, ça se confirme, ils ont vraiment changé. Enfin, qui, on ne sait pas. Il n'y a que le moteur qui a été remplacé parce que la boîte de vitesse, c'est toujours celle d'origine du véhicule. AGK. Donc c'est bien une boîte de Corrado de litre 9. Elle n'a rien de particulier, hein, AGK, elle a juste des petits ratios légèrement différents d'une CHN ou d'une CCM. Tout ça, c'est un peu la même soupe, hein, on essaie de te vendre des trucs, mais en fait, c'est toujours pareil, quoi. Et ben, cette boîte, elle va aller chez le doc, hein, parce que la synchro de 3 est inexistante, ou de 4, je sais plus, enfin, il y a une vitesse qui accroche à mort. Et puis bien sûr, renforcer le différentiel, souder la machin, enfin bref, t'as compris quoi. La souplette. Va voir sa page Facebook, le doc des boîtes VR, tu verras ce qu'il fait, c'est génial. Moi, je suis garagiste depuis 30 ans. Hein. Franchement, pensez vraiment que je vais vendre un véhicule sans le vidanger? Hein. Tous les fluides ils sont neufs dedans. Un malheureux. Est-ce qu'on lui offrirait pas cette petite boisson délicieuse? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Non, je rigole. Je rigole. Comme si que moi j'allais défoncer la porte de chez quelqu'un, m'introduire dans son domicile sans masque, hein, et le menacer de boire ça en échange d'un étranglement et d'un étouffement instantané. J'ai une gueule à faire ça, moi? Regarde-moi bien. Je peux pas chanter ma chansonnette parce que je sais que ce moteur tournait à de l'huile. Voilà. Ça, c'est à cause de vous. Hein. Tellement que vous parlez comme des clochards, vous êtes en train de me polluer la cervelle. Ce moteur tournait avec de l'huile basique, non long life, c'est-à-dire... Voilà. Regarde ce joint. Regarde ce joint. C'est devenu du... Alors la partie extérieure est molle, par contre la partie de dedans... Bon, on va retirer les pistons après, on regardera un petit peu les dégâts causés par l'écrasement du carter et donc du tuyau de pompe à huile, à moins que ce moteur soit un miraculé. En fait, je vois encore les stries là-bas dans le cylindre là-bas. Tu vois, du honnage du... Bref. Joint de culasse, hein, forcément, on a plein de calcaire sur les filetages des vis. Voilà. Niveau culasson, eh ben écoute, c'est étrangement très propre. Franchement. On dirait même que cette culasse a été rectifiée il y a peu de temps. Tu vois, on voit encore le brillant du... C'est pas une culasse des années 90, ça. Elle a pas... il y a eu une dépose, repose, il y a eu quelque chose. Tiens, regarde ce carter comme il est beau. Je pense que c'est... Oh, il y a certainement un autre record mondial, hein, mais tu vois, là, je vois que la pompe à huile, elle est ici, tu vois. Tu vois, ça, c'est le rond de la pompe à huile. C'est-à-dire que ce carter, il sait plus parler, a été écrasé à tel point que même la pompe à huile est impactée, quoi. C'est fou, hein? C'est fou. Je pense que ce carter là je vais le garder. Et la pompe à huile aussi. Je vais garder ça, c'est une pièce. Je vais mettre ça dans le musée de... Je pense que je vais aller en Allemagne et je vais essayer de négocier pour qu'il... Bon, je dis ça, mais tu dois avoir des trucs bien plus fracasses, bien plus éclatés. Hein. Mais merde. Putain, c'est la pompe à huile qui a tout retenu, quoi. Paf. Bah écoute, je sais pas à quoi vont ressembler les cylindres, mais bon. Alors, ça fait quelques vidéos que je dis, quand je dévisse les vis de ce tuyau, en fait, le tuyau bouge. Et peut-être que certains d'entre vous ne savent pas exactement de quoi je parle. Donc là, j'ai rien touché. Je vais vous montrer, enfin, en espérant que ça le fasse, mais ça va très certainement le faire, ce que je veux dire. C'est qu'en fait, vu qu'il y a eu un impact, un choc, dès que je vais enlever la deuxième vis, le tuyau va bouger en fait. Elle se dévisse trop bien, ça va peut-être pas le faire. Le jour où je veux le filmer... Ah, t'as vu que ça a bougé ou pas? Attends, je vais mettre un petit connecteur à frein. Attention aux projections sur l'appareil. Filme par au-dessus. Regarde-moi ça. Tu vois, les filetages sont plus en face. Mise au point. Tu vois? Le tuyau, dès que j'ai retiré la deuxième vis, boum, il a changé de position. Ça veut dire qu'il est en contrainte. Il est en contrainte parce qu'il a reçu un choc et boum, il a bougé.
Ce qui veut dire qu'il n'en voit plus. Il devait y avoir une fuite d'huile quelque part ici, tu vois. Parce que le tuyau était tordu. Et c'est ça en fait. C'est ça qui se passe. C'est que l'huile s'échappe. La pression d'huile s'échappe quelque part ici. Ou là, de toute façon. Parce que de toute façon, le tuyau, il se tord, peu importe. Et la pression d'huile n'arrive plus à destination. C'est-à-dire dans les cylindres, dans les coussinets, etc. etc. quoi. Voilà le problème. Oui, je sais, c'est pas joli l'huile, etc. Ne t'inquiète pas. Dans quelques années, je serai heureux de voir ça de mon passé. Ça me rappellera de la merde d'où je viens. Quand on voit le coussinet ici, on se dit, bah écoute, c'est un miraculé. C'est vrai. C'est génial. Sauf que le piston, lui, bah... il est pas miraculé, quoi. Eh oui. Carter d'huile écrasée, cylindre foutu. Voilà. Il y a une vidéo complète là-dessus. Hein. Complète, celle-ci. Voilà. Vous tapez votre carter. C'est tout, c'est fini. Faut s'arrêter tout de suite. Tout de suite, tu t'arrêtes. Tu payes le remorquage. Tu payes le remorquage jusqu'à chez toi ou chez ton pote qui sait travailler sur peu importe ou quoi que ce soit. Tu ne roules plus avec ta bagnole. Tu la rapportes. Pompe à huile, tuyau d'huile, carter. Tu changes tout, vidange, t'es tranquille. Sinon, c'est cylindre, machin, foutu quoi. Bon mes petits acolytes, cette vidéo va s'arrêter ici même. Dans le prochain épisode, on verra comment réaliser un bloc. Voilà, et puis tu verras aussi comment repasser un 2,8 litres en 2,9 litres juste avec de simples pistons. Et puis surtout, tu verras comment ça marche. Parce qu'un 2,9 litres dans un Corrado, ça marche. Ok camaradus, allez on se retrouve la prochaine fois, c'est-à-dire très très vite. Tu sais très bien que je suis coupable de tout, la régularité des vidéos c'est quelque chose qui est millimétrément et militairement respecté. N'oublie pas AliTools, tu cliques, tu le mets, c'est dans ton navigateur, ça te coûte rien, tu le fais et puis voilà. Ça roule, on se retrouve la prochaine fois, à très vite, très très vite, allez.